Okay, we are starting the live broadcast. Okay. So, chers participants, on peut commencer. Commençons. Collègues. Alors, j'aimerais bien mettre ça en plus... Ah, voilà, c'est peut-être... Voilà, ça c'est bien. Ok. Alors, déjà, bienvenue à tous. Donc, il est l'heure. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Il y a peut-être encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre petit à petit, mais sans vouloir faire de jeu de mots, ils vont prendre le train en marche. Donc, voilà. D'abord, on va se présenter. Moi, je m'appelle Maxence. Je suis bénévole ici au Service volontaire international. Nous allons présenter donc ce meeting du 27 janvier 2021 au sujet de voyage sur le transsibérien avec Milana, qui est qui dirige l'outgoing OSVI, et on sera assisté par Sophie et Maëva, qui sont chargées de communication au Service volontaire international. Donc, directement pour vous dire que vous pouvez vous exprimer dans le chat. On ne vous entend pas quand vous parlez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Sophie et Maëva vous répondront. Et si elles ne connaissent pas la réponse à la question, pourraient prendre la parole entre chaque bloc d'informations qu'on va vous dispenser. Donc, d'abord, quel thème est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Déjà, nous allons parler de comment voyager entre les villes en Russie, comment voyager en ville en Russie aussi. On va vous donner quelques conseils de sécurité, qu'est-ce qui est à faire et à ne pas faire lorsque vous voyagez dans ce grand pays. Aussi le principe du voyage transsibérien, donc comment le rejoindre et d'autres informations. Et on terminera par quelques conseils pour vous occuper dans le train, puisque c'est quand même un voyage qui prend plusieurs jours. Et selon les villes dans lesquelles vous vous arrêtez, la durée est variable. Et on va aussi vous montrer quelques photos de voyages en transsibérien, notamment du lac Baïkal, qui est quand même une destination parmi les préférées des voyageurs en transsibérien et qui vaut la peine d'être vue. Voilà, alors donc on va, comme je l'ai dit, on va avoir plusieurs thèmes et entre chaque thème, il y aura une séance de questions-réponses, qui va durer environ 5 minutes. Et on va aussi parler de vos attentes. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de meeting pour les prochains meetings, justement? Donc, quels sont les thèmes que vous aimeriez aborder? Donc, déjà maintenant, si vous le voulez, dans la conversation, vous pouvez poser vos questions et on y répondra dès qu'on pourra. Voilà. Alors, Milana, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant de commencer vraiment la présentation. Oui, pourquoi nous nous sommes cette personne qui raconte de transsibérienne. Ok, moi j'habite en Russie, je suis russe et toute ma vie aussi je voyage. Aujourd'hui, je voudrais partager ma connaissance pratique quotidienne, quel outil je utilise, quel site web, quelle stratégie j'ai pour voyager en Russie. Et Maxence aussi, tu as passé en Russie plusieurs mois, comme je sais. Oui. Oui. Et pour ça, on va partager notre connaissance, notre expérience avec vous. N'hésitez pas de nous poser des questions. Ce sera bien, vous pouvez nous aider beaucoup si vous écrivez ici sur le chat quelle information particulière peut vous intéresser, quel est votre plan de futur. J'espère que cette thématique vous intéresse parce que
vous avez l'idée de passer certain temps en Russie, organiser un voyage, partagez-nous votre idée de quel plan vous avez, de voyager indépendant ou en groupe, et comment peut-être on peut vous aider et donner une formation très détaillée, très particulière. Oui, voilà, c'est ça, comme le disait Milana, qui est russe, donc elle a une expérience assez grande à ce niveau-là. Moi, j'ai passé que quelques mois en Russie, donc j'ai une petite expérience pour savoir comment voyager là-bas. J'ai aussi étudié le russe, donc je parle russe, et le but vraiment de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous donner des liens utiles pour savoir comment trouver des billets de train, comment trouver des billets de bus, etc., ce qu'il faut privilégier ou non. Voilà. Alors, donc ça c'était donc voilà la seconde page. J'espère que tout le monde voit bien. Donc c'est le sommaire, j'en ai déjà parlé. Donc on va parler de voyager entre les villes en Russie, voyager dans une ville russe, les questions de sécurité, le transsibérien et quelques conseils pratiques dans le train. Alors donc on va commencer par voyager entre les villes en Russie. Alors quels sont les moyens pour voyager dans ce grand pays? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Russie, c'est le plus grand pays du monde, donc il y a beaucoup de moyens de voyager. Évidemment, on va parler du train, parce que c'est quand même l'une des thématiques principales de cette rencontre aujourd'hui. Donc, je vais commencer par là. Les trains, quels sont les avantages des trains en Russie? Déjà, ils sont très abordables. Donc, je ne sais pas où vous habitez exactement, mais pour vous donner une petite comparaison entre la Belgique et la France, les trains en Russie sont vraiment beaucoup moins chers que par exemple en Belgique. Donc, pour vous donner une idée de prix, ici, donc je suis allé sur le site RJD. Donc, vous voyez ici, jusqu'à côté de En Train, il est marqué RJD. C'est un peu l'équivalent du site de la SNCB ou de la SNCF en France. Vous pouvez voir les horaires, les prix, etc. Donc, pour vous donner une idée, un aller-retour entre Moscou et Saint-Pétersbourg, donc c'est quand même pas mal d'heures. Vous aurez entre 15 et 20 euros à payer en troisième classe. Donc les prix sont vraiment très abordables. L'avantage aussi des trains, c'est qu'ils roulent de jour et de nuit, ce qui n'est pas toujours le cas en Europe. Ils sont confortables et modernes, donc il faut oublier ce cliché de l'Union soviétique avec peut-être des trains encore à l'ancienne. Les trains en Russie, il y a un réseau ferroviaire qui est extrêmement développé et ils sont toujours à l'heure. Ça, c'est par rapport à la Belgique peut-être. En France, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est une différence majeure. Même si vous faites des trajets qui durent 15, 20 heures, le train sera à la minute près à l'heure à votre destination. Et en plus, il roule malgré la météo qui peut parfois, souvent, être capricieuse. Donc, peu importe les chutes de neige, généralement, tout est mis en place pour que les trains roulent et que vous soyez amené à votre destination sans embûche. Il y a également une sorte de service à l'intérieur des trains, donc vous pouvez boire un thé, grignoter. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'il y a différentes classes dans les trains en Russie. Donc, il y a, comme partout, la première, deuxième et troisième classe. Alors, évidemment, les prix et le confort varient selon les classes. La moins chère, c'est la troisième, ce qu'on appelle le Platskart en Russie. Donc, c'est une sorte de train couchette où il n'y a pas de séparation vraiment entre toutes les couchettes. Donc, dans chaque wagon, tout le monde est mélangé. Le confort y est quand même très bien puisque vous avez une couchette, on vous donne des draps, on vous donne la possibilité d'acheter à manger. Il y a vraiment tout ce qui est nécessaire, pardon. Et si vous voulez un peu plus d'intimité, vous payerez un petit peu plus cher pour voyager en coupé. Donc c'est presque la même chose, sauf qu'il y a vraiment des cloisons qui séparent les différentes, comment dire, les différentes sections du wagon. Et donc là, à l'intérieur de ces sections,
vous pouvez voyager par 4. Donc, c'est idéal si vous êtes un petit groupe, vous pouvez rester entre vous à 4 personnes. C'est assez chouette. Et la première classe, là, vous avez accès à beaucoup plus de choses, notamment des douches ou ce genre de choses, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais entre la troisième et la deuxième classe, il y a vraiment un charme particulier, par exemple, quand vous voyagez en troisième classe, puisque vous êtes mélangé à tout le monde, et donc c'est l'occasion de faire des rencontres, peut-être d'autres voyageurs qui viennent de par le monde, ou bien évidemment des Russes qui voyageront avec vous. Donc, ce sera là l'occasion d'échanger avec eux, de discuter, peut-être d'apprendre un peu des rudiments de russe. C'est l'occasion de partager de la nourriture, à boire, etc. Donc, c'est vraiment une aventure humaine de voyager en troisième classe. Et moi, en tout cas, je vous conseille principalement de voyager en troisième classe. C'est la moins chère. Vous arriverez tout de même à destination et vous rencontrerez des gens que vous ne rencontreriez normalement pas en temps normal. Surtout à savoir que les Russes, dans les trains, ont tendance à se confier aux voyageurs parce qu'ils savent que ce sont des personnes qu'ils ne verront peut-être plus jamais dans leur vie. Alors, après peut-être quelques minutes où vous serez à côté d'une grand-mère russe ou bien d'une personne qui va vous raconter tous ses problèmes et peut-être même si vous ne comprenez rien, ben, ce sera toujours un moment assez particulier qui va peut-être vous marquer. Alors, le lien Internet pour le site de la RJD, donc l'équivalent de la SNCB, ce site est disponible en anglais. Donc, quand vous voyagez en Russie, c'est assez pratique si vous ne déchiffrez pas le cyrillique. Donc voilà, ça c'était pour les trains. Alors en avion, en avion, il n'y a rien vraiment de différent par rapport au reste du monde. C'est évident que c'est assez fréquent de voyager en avion en Russie puisque c'est vachement grand. Il y a plus d'une dizaine de fuseaux horaires. Et des compagnies russes existent telles que Aeroflot. Et il y a aussi, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, la compagnie Pabieda, qui est en gros la petite sœur d'Aeroflot. Donc, c'est une compagnie aérienne qui est moins chère et un peu à l'instar de Ryanair, vos bagages seront pesés au kilogramme, voire au gramme près. Mais voilà, donc ce qu'il vous faut, c'est évidemment votre passeport pour voyager à l'intérieur du pays. Et puisque les vols sont internes, ils sont moins chers que si vous voyagez par exemple en Europe. Donc ça reste un voyage en avion, donc il y a une somme à mettre, mais ça reste moins cher que chez nous. Alors ensuite, nous pouvons parler de l'autocar. Donc c'est quand même un moyen de transport qui est privilégié en Russie, de voyager entre les villes en autocar, puisque généralement les autocars sont assez modernes. Et voilà, pour le cas de l'autocar, on n'a pas mis de lien Internet vers un site général, puisque ça dépend des villes et ça dépend aussi, les horaires ne sont pas toujours fixes, donc ça peut changer. Le mieux, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est de directement aller à la gare d'autobus et de demander un ticket pour telle ou telle ville. Généralement, les trajets sont affichés comme dans des gares, donc sur des tableaux d'affichage. Et au niveau du prix, c'est aussi très avantageux. Alors, les autocars roulent de nuit comme de jour. Souvent, pour les longues distances, ils roulent de nuit. Les arrêts sont assez fréquents pour ceux qui ont des petites vessies et pour ceux qui veulent évidemment acheter à boire ou à manger. Voilà, donc c'est très abordable et le seul peut-être inconvénient de voyager en car, c'est la région dans laquelle vous vous trouvez. Alors, selon votre région, les routes peuvent être parfois assez délabrées et donc vous irez un peu dans tous les sens selon la route. Mais bon, l'aventure, c'est l'aventure. Alors, on peut aussi parler du voyage en voiture. Donc, Blablacar est quelque chose d'assez développé en Russie. Donc, il y a le site internet ici, blablacar.ru. Donc, le Blablacar fonctionne de la même manière que chez nous. C'est-à-dire que
ce sont des particuliers qui viennent avec leur propre voiture. Donc, ce n'est pas comme un bus ou comme un train. Il faut être vachement respectueux puisque ce sont des particuliers. Pour vous donner une idée de prix, pour voyager par exemple entre Moscou et Saint-Pétersbourg, je donne toujours le même exemple, c'est plus ou moins 15 €. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la discussion avec le chauffeur, ça dépend. Certains voudront parler avec vous, d'autres non. Et voilà, ça reste un moyen de transport qui est assez pratique, puisque assez rapide et vous ne dépendez pas spécialement d'horaire. Par contre, vous ne décidez pas de où part le Blablacar, puisque c'est le particulier qui va vous donner un point de rendez-vous pour partir dans la ville où il se rend également et où vous vous rendez également. Avec un Voilà. détail aussi que Blablacar, par exemple, avec une application sur un portable, c'est nécessaire de télécharger le Blablacar en Russie, comme Blablacar version russe. C'est le même Blablacar, mais apparemment, c'est différent. Quand j'étais en France avec mon application de Blablacar, j'ai dû télécharger de nouveau, mais en France, pour avoir toutes les possibilités. La même chose, c'est en Russie. Oui, pour aussi de donner l'idée, entre Moscou et mon ville Voronezh, ma ville, c'est 500 km et ça coûte pour Blablacar, ok, 10 €. C'est honnête. Voilà, Et ensuite, la oui. question était comme que le stop c'est autostop, oui. Je vois en question sur le chat que le stop, ça fonctionne-t-il bien en campagne? Oui, l'autostop, ça fonctionne. Oui, c'est possible de se déplacer en Russie avec l'autostop, ça fonctionne bien. Personnellement, j'ai jamais essayé de faire de l'autostop en Russie, mais bon, j'imagine que c'est comme partout. Soit on vous prend, soit on vous prend pas, donc vous n'avez pas l'assurance d'arriver à destination. Mais si Milana dit que ça fonctionne bien, c'est que les gens s'arrêtent généralement, c'est ça? Donc ça, c'était pour la partie voyager entre les villes en Russie. Donc je vais regarder s'il y a des questions. Ok. Il y avait une question avec si c'est possible de financer un voyage comme ça, comme le Transsibérien. On va parler de ce sujet-là, mais un peu plus tard. On peut discuter de plusieurs possibilités. Comment réduire les prix ou financer ce voyage-là avec le support. Alors je tiens à rassurer Daniel Ledan qu'on ne le voit pas et qu'il est admis à notre réunion, sinon il ne pourrait pas intervenir. Voilà. Donc il y a Canel Lanuzel qui demande je vais faire du vélo pendant 1 mois avec ma meilleure amie depuis les Pays-Baltes jusqu'à Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'il me faut un visa? Alors oui, pour rentrer en Russie, il faut un visa, donc vous devez posséder un passeport. Si vous allez à Saint-Pétersbourg, et ça on va en parler évidemment dans les questions de sécurité, etc., que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il faut un visa. Vous pouvez avoir un visa touristique qui dure, je crois, 8 ou 9 jours. Ça, il faut se renseigner vraiment à ce niveau-là, au niveau des visas. Mais oui, pour rentrer en Russie, il faut toujours un visa. Le visa touristique, lui, il est gratuit, mais il est valable que maximum un peu plus d'une semaine. C'est normal. Avec le visa, c'est plus facile peut-être d'utiliser un service d'une agence. Ils vont faire ça très, très vite, peut-être avec moins de problèmes. Mais aussi, un participant de notre réunion précédente nous a partagé un lien d'un site
un site où pour 20 €, le service peut vous envoyer une invitation de Russie, invitation presque officielle d'une agence touristique. Avec cette invitation, c'est plus facile de faire le visa. Sûrement, c'est les solutions pas trop, je ne sais pas, pas trop légales, peut-être. Quand ça ne correspond pas avec votre but de voyage, c'est toujours en danger d'arrêter dans une situation pas très plaisante. Mais avec, comme le SVI a toujours des partenaires, des organisations en Russie qui font l'invitation officielle. Et ça donne plus de sécurité que quelqu'un en Russie peut vous aider en cas de questions, en cas de problème. Mais normalement, avec un visa touristique en Russie, c'est possible de se déplacer partout. Mais il y a une question particulière parce que pendant 7 jours en Russie, il faut s'enregistrer. Maxence, aide-moi de traduire parce que je vais expliquer en anglais, ça sera plus vite. There is a official procedure for every foreigner in Russia to, after the arrival, this person has to say to like internal migration services, okay, I have arrived, I live on this certain address. Oui, so donc il y a des... seven Attends, days. Si tu veux que je traduise, il va falloir faire des pauses parce que sinon. Donc oui, il y a une procédure officielle pour venir en Russie. Donc quand vous faites votre visa, vous devez avoir une invitation officielle de la part du contrôle des migrations en Russie. Vas-y, Milana. So, and that's why when you rent a hotel or a hostel makes this registration for you. C'est ça. Donc, quand vous réservez un hôtel, bien, ce sont les responsables de l'hôtel qui vont faire cet enregistrement pour vous. Donc, si je peux continuer là-dessus, justement, vous allez réserver un hôtel et vous prendrez contact avec eux et vous allez demander est-ce que c'est possible d'avoir l'invitation, et c'est avec cette invitation que vous pourrez obtenir votre visa. So, but after arrival to Russia, you have to be officially registered, and this procedure is done either by hotel or hostel or by your host family or a Russian friend whom you visit. Then you can translate, and then I continue. Oui, donc comme on l'a dit, vous devez donc vous enregistrer. C'est soit les responsables de l'hôtel qui font ça, soit un ami que vous avez là-bas en Russie. But if you travel independently from a city to city, then you don't have this registration, and you have to keep your train tickets with you. And if you don't have train tickets and you travel only with the car, so a policeman can stop you and can ask for this registration, and then you can get in the situation of negotiate with the policeman how to solve it. Et donc, si vous voyagez de ville en ville, vous devez juste avoir vos tickets de train. Mais pour rentrer en Russie, il faut quand même avoir son visa et son invitation. Mais si vous décidez de ne pas en avoir, alors là, vous aurez affaire certainement à la police, à la douane. Et là, vous serez dans une situation assez compliquée où vous serez en train de négocier avec la police. Peut-être qu'on pourrait passer aux autres questions, Milana.
Avons-nous une possibilité de venir en Russie en ce moment? En ce moment-là, les frontières sont fermées et, il n'y a pas de date concrète quand les frontières peuvent être ouvertes. C'est possible d'obtenir un visa pour des étudiants et aussi pour le travail, pour les raisons de travail, mais pas pour le voyage touristique. Nous espérons que cette situation-là ne va pas durer très long. Avec les vaccins, on a espoir. Peut-être ça va améliorer la situation. Pour ce qui est de se rendre en Russie avec sa voiture, alors Milana, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est possible, évidemment. Mais il faut aimer les longs trajets. Mais il faut malgré tout un passeport et un visa pour rentrer en Russie, que ce soit en voiture, en avion ou d'une quelconque autre manière. Oui, avec son voiture, c'est possible. On a eu un bénévole de France, ses parents ont visité cette bénévole en voyageant en voiture en Russie. Oui, c'est tout à fait possible. C'est possible aussi de prendre une voiture pour rent a car. Du coup, Bernard, qui avait posé cette question, souhaiterait savoir si l'attente à la frontière serait longue et s'il faudrait une assurance spéciale. L'assurance pour des voyageurs, oui, mais pour la voiture, l'assurance pour la voiture, ça je ne sais pas trop concret. C'est possible de trouver une réponse, mais après on recherche sur Internet. Il ne faut pas, je pense, une assurance spéciale. Il faut une assurance, simplement une assurance de voyage, quoi. D'ailleurs, c'est l'une des conditions pour obtenir un visa. Si vous n'avez pas d'assurance pour partir en Russie, vous ne pourrez pas obtenir votre visa. Oui, c'est un document obligatoire. Il y avait une question, si c'est possible d'avoir un visa plus de 7 jours. Ah oui, il ne faut pas, on doit être clair que le visa touristique pour la Russie, ça peut durer 3 mois, maximum 3 mois. Un visa touristique. Mais j'ai parlé d'une procédure officielle de registration que pendant 7 jours après l'arrivée en Russie, il faut envoyer une annonce au service migratoire de Russie que vous avez arrivé. C'est l'autre chose, c'est pas le visa. Je crois qu'il y avait une autre question qu'on a passée. Du coup, comme on parlait du visa, il y a 2 personnes qui ont rebondi qui aimeraient savoir en détail au sujet des formalités et combien de temps en avance il faudrait s'y prendre. Alors, pour les visas, peut-être qu'on pourrait faire une autre rencontre qui est consacrée justement aux questions administratives. Parce que si on s'éternise avec toutes ces questions-ci maintenant, on risque de faire durer pendant plusieurs heures la rencontre. Mais combien de temps il faut s'y prendre à l'avance, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire de votre voyage. Donc, si vous partez par exemple 5 jours à, je sais pas moi, à Saint-Pétersbourg, il n'est pas nécessaire de s'y prendre 5-6 mois à l'avance. Ça, c'est sûr, vous pouvez vous y prendre. Je crois qu'en moyenne, pour obtenir un visa, ça peut durer environ 2 semaines, je crois. Évidemment, si vous n'avez pas de passeport, il faut compter aussi le temps de faire un passeport à votre commune. Donc, c'est aussi un coût. Ça peut aussi prendre 2 semaines. Et après ça, il faut aussi faire votre visa. Pour ça, il faut faire des photos d'identité, remplir quelques documents de paperasse et payer, je crois, si vous allez directement au consulat en Belgique, une trentaine d'euros. Et si vous passez par un autre organisme, ce sera un petit peu plus cher. Voilà, mais je pense qu'on pourrait faire une autre rencontre sur les questions de visa et tout ce qui est obligatoire, tous les documents obligatoires pour aller en Russie. Et du coup, là, on a une question très intéressante de Lucie
Je ne suis pas sûre de l'objectif du projet. Est-ce d'organiser un voyage avec un groupe de gens intéressés ou bien d'avoir des infos pour faire son propre voyage? Mais vous pouvez avoir des infos pour faire votre propre voyage avec un groupe de gens intéressés. Non, je rigole, mais oui, en fait, l'objectif du service volontaire international, ce serait qu'un groupe de personnes s'engage avec le SVI pour pouvoir organiser leur propre voyage en transsibérien. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est amener les gens ensemble, essayer de créer des liens entre vous et que vous puissiez décider, je ne sais pas moi, que Léa décide avec Lucie et Charlotte, tiens, ben, ça nous a intéressé cette réunion, on prend contact entre nous et on décide d'organiser notre propre voyage en transsibérien avec le SVI. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est tisser que les gens qui s'intéressent à ce voyage tissent des liens entre eux et décident de partir en train jusqu'au fin fond de la Russie. Voilà. Mais évidemment, avec ce genre de réunion, vous pouvez obtenir des informations pour comment voyager en Russie de manière indépendante, ça c'est sûr. Ça dépend de votre objectif personnel. Mais notre but, évidemment, c'est que les gens se rassemblent pour voyager ensemble. Voilà. Mais le but et le type de voyage en transsibérienne, aussi en transsibérienne, ça peut être très très différent. Parce que le transsibérien, c'est possible de passer 7 jours dans le train de Moscou à Vladivostok et, je sais pas, apprendre russe dans le train ou, je sais pas, voir tous les films russes possibles. Ou peut-être avoir en thématique de regarder tous les Star Wars dans le train russe, apprendre par cœur tous les expressions de cette movie. Peut-être votre intérêt est de juste d'aller au lac Baïkal, faire le hiking, randonnée autour du lac Baïkal et explorer la nature, aller aux montagnes, avoir l'expérience de croiser le lac Baïkal en bateau. Ça sera aussi une opportunité pour un groupe d'intéressants de faire ce voyage transsibérien. Peut-être un autre groupe de gens peuvent être intéressés par rencontrer les organisations locales et voir prendre contact avec les jeunes qui habitent dans plusieurs villes de Russie. Et c'est un autre but aussi, un autre type d'intérêt. Et nous sommes ici, le SVI, le support du SVI pour vous, ce sera exactement de trouver cette thématique qui peut vous rassembler autour de cette thématique-là. Et nous, avec notre connaissance, avec notre compétence, on peut aider d'organiser ce voyage-là avec vous ensemble. J'allais un peu trop comme les Russes, je cours avant le tram, mais on va expliquer le but de voyage transsibérien un peu plus tard. On approche sur ce sujet. Donc peut-être qu'on pourrait passer à une autre thématique. Donc on s'était arrêté à voyager entre les villes en Russie. Maintenant, on va passer à la suivante. Si le PowerPoint veut bien. Voilà. Donc, c'est à présent voyager dans une ville en Russie. Donc, on était entre les villes, maintenant on est à l'intérieur. Et donc, en guise d'introduction de cette partie-ci, une petite comparaison entre la ville de Moscou et la ville de Bruxelles. Donc, en ce qui concerne les transports en commun, ils ont été classés, comme vous pouvez le voir, selon plusieurs catégories, c'est-à-dire le prix, la ponctualité, la propreté et la sécurité, la fréquence et la diversité des transports. Et donc, plus vous voyez de plus, mieux c'est, disons.
sauf pour le prix où là c'est une question de quantité. Donc pour ce qui est du prix, comme je l'ai déjà exprimé, en Russie c'est déjà moins cher que chez nous, et nous avons pris l'exemple de Moscou parce que déjà c'est une ville qui est extrêmement développée au niveau des transports, mais aussi parce que c'est la ville la plus chère. Donc on vous donne Moscou comme exemple, mais il faut savoir que toutes les autres villes où vous allez vous rendre en Russie sont beaucoup moins chères que Moscou. Donc, en comparaison avec Bruxelles, Moscou est moins cher que Bruxelles et toutes les autres villes de Russie sont moins chères que Moscou. En ce qui concerne la ponctualité, qu'il s'agisse de métro, de train ou de bus dans la ville de Moscou et dans les autres villes russes, généralement, c'est très très ponctuel. Alors que si vous êtes navetteur avec la SNCB, vous savez très bien que c'est pas rare qu'il y ait d'énormes retards. Aussi, un autre point important, c'est la propreté, puisque que ce soit dans les métros ou ailleurs, dans les villes en Russie, et principalement dans les grandes, telles que Saint-Pétersbourg ou Moscou, la propreté est vraiment de mise. Les villes et les transports en commun sont extrêmement propres et entretenus comme si c'était des palais. Alors que par exemple dans le métro de Bruxelles, pour ceux qui y sont déjà allés, ça reste propre, mais c'est incomparable vraiment avec la Russie. En ce qui concerne la sécurité, ça c'est un avis un peu personnel, parce que ce soit dans la ville de Moscou ou à Saint-Pétersbourg ou ailleurs, je me suis personnellement senti vraiment en sécurité à toute heure de la nuit, à toute heure de la journée, tout le temps, même dans des recoins un peu perdus, alors qu'à Bruxelles, ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est un avis personnel. Et en ce qui concerne la fréquence, donc l'exemple du métro à Moscou, il y a un métro environ toutes les 2 minutes. Donc il y a tellement d'habitants évidemment qui utilisent les transports en commun et le métro que c'est pas surprenant d'une certaine manière. Et le dernier point, c'est la diversité. Donc on l'a déjà mentionné, il y a le métro, le train, le bus. Donc ça c'est assez c'est courant, mais il y a aussi des moyens de transport qui sont propres aux pays de l'Est, notamment le marshrutka, le trolleybus, donc le trolleybus et l'électrichka. Donc ça va faire l'objet d'une description juste après ici. Mais d'abord, j'aimerais dire quelques mots sur le métro en Russie. Et je vais parler du métro de Moscou, qui est un exemple d'organisation, je vais dire. Donc déjà, le métro de Moscou, alors on vous a mis un lien ici, qui est donc le site officiel du métro de Moscou. Vous pouvez voir les prix, la carte que je vous ai mise également ici sur la diapositive. Alors, ce qui est assez exceptionnel dans le métro de Moscou, c'est la propreté. Tout brille, que ce soit les lustres ou bien le sol. Les stations sont d'une beauté sans pareil. On dirait que c'est un palais, une sorte de palace en fait, les métros de Moscou. Ça a été construit lors de l'Union soviétique et ils sont très très efficaces, toujours à l'heure. C'est vraiment un endroit incroyable qu'il faut absolument visiter. D'ailleurs, il y a des organisations touristiques qui proposent tout simplement de visiter le métro à Moscou. Ça vaut vraiment le détour si vous allez à Moscou d'aller dans le métro. Les gens sont également très civilisés, qu'il s'agisse de femmes enceintes, de personnes âgées, ou bien si vous avez des bagages, les gens vont vous laisser la place, vous aider à monter dans le métro ou y descendre. C'est assez particulier. C'est aussi un moyen de transport qui est peu cher, même si c'est à Moscou la ville la plus chère de Russie. En guise de comparaison, vous pouvez avoir pour un trajet de métro en Russie, enfin à Moscou, pardon, c'est environ 60 centimes le ticket. Et le ticket est valable également pour les trams, les bus, etc. Et il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, que c'est beaucoup moins cher dans les autres villes russes. Ils ne sont presque jamais en retard et c'est beaucoup mieux de voyager en métro pendant les heures de pointe parce que parfois le périphérique peut être bouché en voiture. Donc ici,
À droite, vous avez la carte du métro. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de stations et il y en a qui sont construites très régulièrement. Vous pouvez voir que la particularité d'avoir des cercles, donc il y a plusieurs zones où vous pouvez non seulement traverser la ville, mais aussi voyager en cercle. Donc, il y a plusieurs couches. Il y en a ici la première et la deuxième. C'est aussi un métro qui est extrêmement profond, parmi les plus profonds du monde, comme celui de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc ça, c'était pour le métro. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'électrichka. Alors, l'électrichka, déjà, qu'est-ce que c'est? L'électrichka, c'est une sorte de petits trains qui voyagent. Donc, ce sont des trains de banlieue, comme il est écrit ici, qui vont très lentement et ils sont dans les alentours de la ville. Donc, ça vous permet de vous rendre dans des points qui sont un peu décentrés en périphérie de la ville. Le confort est assez moyen. Bon, ici, j'ai pris une image d'un électrichka assez ancien. Certains sont plus modernes que ceux-ci, mais ça arrive encore très souvent en Russie que les électrichkas soient comme ceux-ci. Donc, ce sont des banquettes en bois. Le confort est assez moyen. Ce sont, comme je l'ai dit, des petits trains qui sont assez lents. Donc, c'est idéal si vous n'êtes pas pressé et que vous aimez bien observer la nature à travers la vitre. Et c'est également peu cher. Ça, c'est comme un peu partout dans le pays. En ce qui concerne les trolleybus, donc qu'est-ce qu'un trolleybus? C'est assez simple, c'est un bus électrique. Donc, à l'instar d'un tram qui est connecté, comme vous pouvez le voir ici, avec deux barres ici au câble électrique. Donc, c'est un bus électrique qui fonctionne à l'électricité. Le principe, c'est la même chose qu'un bus, donc, sauf que la différence en Europe, c'est qu'on achète son ticket directement dans le bus et non pas au chauffeur. Il y a une personne à l'intérieur du bus parmi les passagers qui passe parmi tous les passagers pour que vous puissiez acheter votre ticket. C'est mieux parce que d'une certaine manière, vous ne dérangez pas le chauffeur qui peut se concentrer uniquement sur la route. Le seul inconvénient de ce type de transport, c'est que, comme vous le voyez, dans les villes russes, il y a beaucoup de câbles un peu partout qui sont à hauteur des poteaux. Ça peut juste vous gâcher un peu vos photos souvenirs, quoi. Sinon, les lignes de bus sont fixes et les bus suivent évidemment les câbles électriques. Donc ça, c'était pour les trolleybus. Ensuite, les taxis. Alors, personnellement, je vous déconseille fortement de voyager dans un taxi classique parce que c'est certainement le moyen de transport le plus cher du pays. Et puis, souvent, les taxis classiques sont des attrape-touristes parce que les chauffeurs essayent de soutirer un maximum d'argent aux touristes qui ne comprennent pas spécialement le russe et qui n'osent pas dire non parce qu'ils viennent d'arriver dans le pays et qui ne veulent pas s'attirer d'ennuis. Donc, certains chauffeurs demandent une fortune et les chauffeurs attendent directement dans l'aéroport. Ils sont assez insistants et ce n'est pas très agréable. La solution, ce serait de voyager en Yandex. Donc, les Yandex Taxi, c'est typiquement ces voitures-ci que vous voyez. Yandex, en fait, c'est l'équivalent de Google ou bien de Uber. Donc, comme nous, on a Uber, il y a aussi Uber Eats, etc. Il y a également Yandex Yeda, donc Yandex Eat, pardon. Et donc, vous pouvez commander un taxi grâce à cette application ou bien sur le site internet. Il y a le lien juste ici. Donc, Yandex, leur slogan, c'est Найдёт всё, donc ça pourrait se traduire par tout à portée de main. Donc, ce qui est assez pratique avec Yandex, c'est que donc, vous pouvez les commander sur Internet. Vous indiquez votre lieu de départ et votre lieu d'arrivée. Et ce lieu de départ et d'arrivée est directement communiqué au chauffeur du taxi, qui reçoit donc sur son téléphone où vous voulez vous rendre. Il vous répond avec un prix fixe. Donc, le prix ne change pas. Même si vous êtes coincé 20 minutes dans les embouteillages, le prix reste le même pour le trajet défini avant que vous montiez dans la voiture. Vous pouvez donc partager cette somme entre vos amis si vous
si vous voyagez à plusieurs. Et le chauffeur vous envoie un message avec la description de sa voiture. Donc, je conduis une VW tel modèle, telle couleur. J'arrive dans 5 minutes. Et donc, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et au niveau du prix, c'est aussi dérisoire, puisque vous pourrez le voir par vous-même sur le site internet. Pour 3 km, c'est environ 1,50 €. Donc, il n'y a pas de prise en charge non plus, contrairement au taxi chez nous, où quand vous vous asseyez dans la voiture, vous avez déjà payé 5 € minimum. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie voyager en ville. Donc, si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant. On a des questions par rapport transsibérienne. Mais si vous avez des questions par rapport que vous voudrez expliquer, pas au chat, mais en parlant, vous pouvez lever la main. Il y a des réactions en bas de votre écran. Vous allumez le micro. La question était quelle est la meilleure saison pour faire le voyage transsibérien? La meilleure saison, oui. Mais ça dépend de la saison que vous préférez. Si vous n'aimez pas la neige, il ne vaut mieux pas partir en hiver. Mais les deux saisons, enfin les deux saisons, disons que les saisons les plus extrêmes, ce serait l'hiver où il peut parfois faire très froid, alors qu'en été, il peut faire très chaud aussi. Donc, si vous voulez voir la Russie sous la neige, il faut partir en hiver, mais il faut se préparer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bons vêtements bien chauds. Alors qu'en été, vous verrez des paysages qui sont complètement différents. Par exemple, si vous voulez vous rendre au lac Baïkal, l'expérience sera totalement différente si vous vous rendez en hiver ou en été. Le lac Baïkal en hiver... On peut laisser voir des photos. Oui. Oui. Parce que au printemps, par exemple, ok, vous devez imaginer que vous êtes toujours dans le train, comme les paysages autour de vous, ça change pas trop, mais quand même, en printemps, par exemple, ça change beaucoup. Il y a des diversités en printemps parce que pendant deux jours, il y a des steppes en Sibérie. En Sibérie. En mai, c'est le temps pour des fleurs particulières en couleur lilas. Je ne sais pas le nom de fleurs en français, mais c'est très, très picturesque. C'est beau à voir. Oui, les landscapes, les paysages sont en couleurs différentes. C'est peut-être plus chouette de voyager en mai, mais aussi au fin d'été, en août, si vous préférez de s'arrêter près du lac Baïkal, l'image vous voyez maintenant. L'eau dans le lac Baïkal, c'est plus chaud en août. Les températures sont le plus haut, c'est plus 15 degrés. C'est le top de Baïkal. Plus 15 degrés. C'est possible de nager. J'ai rencontré pour moi, c'était trop froid de nager dans le lac, mais j'ai rencontré une équipe de pensionnaires d'Allemagne, les vieilles dames et les hommes d'Allemagne, mais ils ont vraiment nagé sans problème dans le lac Baïkal en août. C'est le mieux temps de visiter. Mais aussi en hiver,
Mais Maxence, tu peux Oui. montrer un peu de photos de Baïkal en été, un peu Donc ça, des photos. c'est en été, évidemment. C'est un île. Les paysages autour du lac Baïkal sont vraiment différents parce que en partie plus couvert de montagnes, l'autre côté de lac plus plat. Et le train passe autour du lac Baïkal. Et c'est l'hiver, c'est le février. En février, c'est vraiment très très froid, mais le lac est congelé ou surgelé. Je toujours. Gelé. Gelé, juste gelé. Mais ok, it's frozen. Il y a la glace sur la lac en février. Et c'est aussi un très bon temps pour voir tout ça. Et en Sibérie, quand tout est couvert par neige, c'est trop trop belle. Et les villes différentes, les villes en Russie en hiver, ils sont plus beaux que en printemps par exemple. En automne, les feuilles sur les arbres sont aussi des couleurs différentes. C'est trop trop chaud. Peut-être un mois où il ne faudrait pas aller, ce serait peut-être plus vers le mois d'avril, je pense. Je ne sais pas, hein. Milana, Oui, si tu pourrais c'est vrai. confirmer. Parce que la neige fond un peu partout et donc il y a beaucoup d'eau dans les rues. Et il y a aussi pas mal de saleté parce que ça arrive que quelqu'un perde quelque chose dans la neige et alors il y a toute cette neige qui fond et les crasses qui viennent avec, ça fait de la boue sur les trottoirs, etc. C'est pas agréable de se promener dans les rues lorsque le printemps arrive ou vient juste de pointer le bout de son nez, on va dire. Oui, exactement. Oui, avril, novembre ne sont pas agréables pour voyager. Oui, je voudrais expliquer un peu l'idée de ce voyage, comment on voudrait nous organiser ensemble. Si vous êtes intéressé de participer à des rencontres plus souvent, peut-être se voir et se faire connaître, on va organiser des rencontres particulières pour des thématiques que vous intéressent. Et ce voyage, il y a plusieurs possibilités de participer à ce projet-là. Parce que c'est possible juste participer aux séances d'information comme aujourd'hui, mais aussi c'est possible de participer au groupe et préparer cette voyage-là ensemble avec nous et trouver votre intérêt, qu'est-ce que vous étonne, qu'est-ce que vous attire en Russie, quel type de voyage vous préférez. Par exemple, on peut se voir explorer les cinémas russes, par exemple, parce que dans le train, il y a toujours des cinémas dans les trains de longue distance, de distance longue. C'est possible de voir le cinéma dans le compartiment de train. C'est toujours les cinémas russes, les films très importants pour notre culture. Et une rencontre de nous peut être dédiée au cinéma russe. On peut partager notre expérience. Vous pouvez dire quel cinéma vous aimez. On peut vraiment regarder des films, mettre les films sur notre page Facebook pour voir.
peut-être en rencontre, on peut dédier aux associations de volontariat en Russie. Quel assaut on peut trouver, on peut meet en ville différente. Par exemple, il y a un mouvement en Russie de promotion de patrimoine culturel particulier, un mouvement de bénévoles, jeunes bénévoles, qui s'organisent dans plusieurs villes de protéger cette menuiserie traditionnelle russe. Ils font la restauration des maisons privées. Ils cherchent le financement pour leur activité. Ils organisent festivités pendant tout l'été, festivités autour de leur projet. Et c'est possible comme ça de connaître des villes de Russie, cette ville donc vous ne pouvez pas découvrir comme un touriste. Comme ça, des jeunes qui vivent dans cette ville peuvent être notre guide, notre aide, notre compagnie d'explorer cette ville. Et c'est aussi une opportunité pendant le Transsibérien parce que c'est possible de sortir le train pendant la route et passer 1 ou 2 journées dans certaines villes de Russie et après continuer votre voyage. C'est aussi une possibilité comment on peut organiser notre voyage. Oui, comment c'est possible de participer à ce projet-là? J'ai mis sur chat la page de notre site web. Sur cette page-là, il y a une forme pour s'enregistrer, s'inscrire, pardon. Il y a une forme pour s'inscrire au projet. Je peux peut-être vous montrer aussi mon écran pour vous expliquer plus. Il y a un commentaire, je ne sais pas qui je dois m'adresser pour ce que je cherche. Est-ce que je dois arrêter mon partage d'écran pour que tu montres le oui, tien? oui. Oui. Ok. C'est ça. Oui, c'est possible de participer juste librement à notre rencontre en ligne. Parce qu'ils sont gratuits, ils sont sans engagement. Vous pouvez juste être curieux, participer en rencontre et ça n'oblige pas de rester tout le temps. Mais aussi, c'est possible de rejoindre notre groupe Facebook si vous vraiment envisagez de faire ce voyage-là. Et une fois, on va se voir et parler de votre intérêt et de votre plan particulier. Pour nous montrer que vous êtes intéressé, je fais partage l'écran. C'est la page Facebook, c'est la page sur notre site web où on a une forme. Et il faut laisser votre contact et nous montrer que vous êtes intéressé par l'organisation, participation dans ce voyage-là. Bien sûr,
Excusez-moi. Maxence, est-ce que tu pourrais m'aider avec la traduction? La traduction de? Ah oui, ok. And I want to go back to the question, how can we finance this project? J'aimerais revenir à la question, comment financer ce projet? Since we want to make this project together, this project will be, so we organize it together with members of SVI. Puisque nous voulons organiser ce projet ensemble, il faut vraiment que nous le fassions avec d'autres membres du SVI. And let's say, people who would like really to organize this project together and to find people interested in this project and to rely on the support of SVI, it's necessary to be the member of organization. There is a membership fee, €250, and this fee is for other projects of SVI. Donc, si vous voulez organiser et participer à ce voyage transsibérien, vous devez devenir membre du SVI. Il y a un coût pour l'adhésion au SVI, c'est €250, et ça vous permet de participer à plein d'autres projets également. This participation fee is not just for this project for Trans-Siberian. It gives you opportunity to take part in voluntary projects of SVI in different countries of the world during any time in your life. So this fee is available, is valid for all your life, for other projects of SVI as well. Donc ces €250 ne vous permettent pas uniquement de participer à ce projet transsibérien, il y a aussi d'autres projets de volontariat auxquels vous pouvez prendre part. Et une fois que vous êtes membre du SVI, vous êtes membre à vie. So together with members of this project, we can plan it together, and we are not the tourist agency to take money for our service, and that's why the budget of this travel is open. It is according your needs and according your limits. Donc une fois que vous vous êtes rassemblés pour partir avec ce projet transsibérien, nous ne sommes pas une organisation touristique. On est là pour, une fois que vous avez payé, cet argent va servir à remplir vos attentes, et ce sera investi pour vous. So we will make an open budget together. So we open budget according your needs and according your limits. Mais donc le budget ce sera une question ouverte, ça dépendra de vos besoins et de vos limites financières. So if the ticket of the train costs €200, it will not cost 250 because you will buy it directly from the website of a Russian company. Oui, donc si par exemple un ticket de train coûte 200 €, vous n'allez pas payer plus cher puisque ce sera directement le prix qui provient du site officiel de train en Russie. And like if you will book a room in the hostel, it will cost exactly like in the hostel. Même chose si vous réservez une chambre dans un hôtel, le prix sera, on ne prendra pas de commission en fait, donc le prix restera tel quel. Because all these aspects of the travel will depend on participants. If participants want to stay in the city, we will help with contacts in this city, whom they can visit, how to book things on Russian websites, for example. But it is a travel that is constructed by people by themselves, by your interests, but with our knowledge, our competence.
Et donc, c'est un voyage qui est fait dans votre intérêt. C'est vous qui décidez un peu. C'est juste que nous, on sera là pour vous aider, vous accompagner. Par exemple, si vous décidez de rester dans une ville en particulier, on sera là pour vous accompagner, pour contacter les gens nécessaires dans cette ville-là, et on sera là pour remplir vos attentes. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai peut-être... Dans la partie questions et réponses, on a oublié une question de Guy qui dit qu'il est un groupe de 15 personnes et qui serait intéressé par Moscou et Saint-Pétersbourg. Et donc, ils aimeraient savoir s'il serait possible d'avoir un guide francophone si jamais ils participaient à ce projet. Si c'est déjà un groupe, prêt, c'est nécessaire de parler directement. C'est une question plus particulière. Et, le Saint-Pétersbourg, ce n'est pas partie de Transsibérien en général, mais c'est nécessaire d'aller plus détaillé et parler de votre attente de ce voyage. Parce qu'on encourage plus pendant ce voyage-là, la découverte du pays et des rencontres avec les gens locaux et l'indépendance des participants, autonomie de participants. Nous sommes ici pour faire plus de contacts entre les Belges, les Français et les Russes, leur mettre ensemble. Aussi, nous sommes là pour parce que les participants, ils sont des adultes. En fait, c'est très souvent que les adultes, ils ont besoin de la liberté, l'autonomie et l'espace pour la décision. Et on va donner l'information, le support pour assurer cet espace de décision. Vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Ce sera bien que vous me contactez particulièrement pour le groupe quoi vous parlez. Écrivez-moi sur les mails. Je vais mettre les mails pour tout. Donc c'est vraiment à vous de vous approprier le voyage, en fait, de nous dire quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire exactement. Et nous, on fera en fonction de ça et on vous accompagnera selon vos désirs. Et j'ai aussi une question, un participant. Qui entre vous déjà était en Russie? Est-ce que quelqu'un de vous déjà voyagé en Russie? Il y a Caillou qui dit moi pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, ouais. Il y a Alexis qui est allé à Pétersbourg en 2019. Et qui parle russe? Qui a appris le russe? Pourquoi? Pourquoi? Cool. On a quelques motivés. Mais vraiment, c'est bien
de parler un peu de russe avant de partir en transsibérien, parce qu'en train, il y a c'est l'espace de rencontre, c'est l'espace où vous ne pouvez rester seul, et c'est l'espace pour parler et rencontrer des gens de tout le pays, de tous les niveaux sociaux, de tous les âges. Et en France, c'est vraiment l'espace où vous pouvez trouver les Russes qui parlent anglais, mais la plupart de pays ne parlent pas anglais ou est un peu timide de prononcer des mots étrangers. Oui, Maxence, tu peux confirmer mes paroles aussi parce que tu as déjà voyagé en Oui, train. c'est évidemment plus simple quand on parle un peu de russe de voyager en Russie parce que, à part peut-être dans les grandes villes ou dans certains endroits on parle anglais, si vous vous aventurez vraiment plus loin dans le pays, les personnes qui parlent anglais vont se faire de plus en plus rares. Et dans le train, comme tu dis, Milana, c'est chouette de parler un peu russe pour échanger avec les Russes qui voyagent dans le train avec vous. Mais ça ne doit pas non plus être quelque chose de décourageant, dans le sens où si vous avez des bases de russe, si vous arrivez à lire un petit peu, à dire quelques mots pour vous débrouiller, c'est bien aussi, dans le sens où vous arriverez toujours à vous faire comprendre de toute manière, que ce soit avec des gestes ou d'une autre manière. Le fait que vous ne parliez pas Google russe, Translate. oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours un moyen de se faire comprendre. Ça ne doit pas être un frein en soi, mais évidemment, l'aventure sera plus agréable si vous savez vous faire comprendre pour des choses, même si ce sont pour des choses basiques, comme, je ne sais pas moi, commander quelque chose pour la nourriture, etc. Donc ça, ce sera beaucoup plus simple pendant le voyage. Et du coup, on nous demande si vous auriez des sources en ligne pour apprendre le russe de manière gratuite. Comme ça, de mémoire, sur Google, on pourrait vous pouvez taper Inalco. Je vais juste vérifier sur Internet maintenant. Oui, donc Inalco, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et il y a moyen de trouver des fiches de grammaire en russe ainsi que des exercices. Je vais essayer d'envoyer un lien dans la discussion. Peut-être en attendant, ouais, je cherche. Alors peut-être qu'on pourra mettre à disposition plus tard le lien, le temps que je le trouve en tout cas. Oui, ce sera mieux. Aussi, maintenant, des participants, vous avez l'opportunité de mettre votre question ou parler un peu. Juste, il faut allumer votre micro. Si, vous pouvez, ça m'intéresse beaucoup si vraiment est-ce que cette information-là, pendant cette réunion-là, était utile pour vous, ça vous inspirait ou les retours sera chouette? Oui. 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 Oui, bonjour. En tout cas, merci pour ce beau témoignage qui donne envie. Voilà. Donc, c'est beau de créer, d'avoir des projets.
Voilà. Et si le Covid le permet, je crois que je suis intéressé. Voilà, c'est Marie. Je ne sais pas si vous m'avez vu en caméra. Non. Non, mais on vous a entendu en tout cas. Merci beaucoup pour Voilà. pour votre commentaire. Merci aussi. Oui, on peut, pendant cette période-là, on peut nous bien préparer. On peut explorer la Russie en manière virtuelle. On peut connaître, explorer des villes différentes. Je peux vous raconter des villes qu'on peut visiter pendant ce voyage-là, comme Kazan, c'est la capitale de Tatarstan, c'est la ville où il y a la population, c'est Musulmane. musulmane, ok, musulmane, aussi de l'architecture est musulmane et les plats, les repas, c'est différent de Russie européenne. Et après, il y a des régions de, de régions bouddhistes où vous voyez des temples bouddhistes, aussi les autres coutumes. C'est trop divers. C'est étonnant que la Russie est vraiment tous les zones climatiques possibles, de palmes à neige en Sibérie. Vous pouvez croiser tous les 8 time zones. J'ai oublié du coup. Des fuseaux horaires. Des langues. Fuseaux horaires, exactement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur Arte, il n'y a pas si longtemps, c'est passé un reportage sur la Russie qui était en plusieurs épisodes d'une heure à chaque fois. Ça s'appelait La Russie vue du ciel. C'était vraiment magnifique parce qu'on parcourait, on passait de Moscou et on allait jusque Vladivostok. Et justement, le reportage suivait les endroits où passait le transsibérien. Donc, c'était des reportages sur la nature, les animaux, tous les paysages qu'on peut croiser en Russie. Et c'est un bon moyen de se rendre compte de la diversité des paysages qu'on peut rencontrer selon la saison. Et je crois que ça vaut vraiment le détour. Donc, ça s'appelle La Russie vue du ciel. Je ne sais pas si c'est encore disponible sur le site d'Arte ou non. Peut-être que ça l'est. Et sinon, c'est peut-être disponible sur YouTube. C'est à vérifier en tout cas. Et pour apprendre russe, aussi sur notre site, vous pouvez trouver aussi des profs de Russie, avoir cours en ligne de russe. Vraiment, c'est possible d'apprendre russe en Russie. On organise, on organise peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on va continuer de s'organiser les cours combinés avec cours de russe combinés avec le volontariat. Et comme ça, vous pouvez vraiment découvrir pendant 2-3 semaines un endroit de Russie et améliorer votre connaissance de la langue russe. Et sur le chat, vous trouverez le lien sur le site avec le cours de russe. Peut-être qu'on pourrait ajouter quelques mots au sujet de la sécurité, des petits conseils de sécurité en Russie. On a passé cette thématique-là. Oui. Je vais repartager mon écran. Ça va? Je ne sais pas si tout le monde voit. Oui.
Ouais. Bon, tout refait. Donc, c'est simplement quelques petits conseils de sécurité avant de se lancer dans un voyage en Russie. Je crois que, selon moi, en tout cas, le principal, c'est d'avoir toujours son passeport sur soi, parce que c'est vraiment le seul moyen qu'on a pour vous identifier sur place, puisque que ce soit votre carte d'identité ou votre permis de conduire ne sera pas valable en Russie. Il s'agit vraiment du passeport dans lequel vous devez avoir votre visa. C'est vraiment important de toujours le garder sur soi, même si on se dit je vais faire une petite promenade, je vais le laisser à l'hôtel. Il faut toujours avoir son passeport sur soi, c'est vraiment primordial. Et on a parlé aussi de la fameuse registratia que vous allez recevoir une fois que vous arrivez en Russie. Donc, c'est vraiment un petit papier qui ne paye pas de mine. Par exemple, quand vous atterrissez, que ce soit à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou ailleurs, à la douane, vous allez recevoir un tout petit papier très fin avec une sorte de cachet dessus. C'est l'attestation comme quoi vous êtes arrivé dans le pays. Et ce papier, vous ne devez absolument pas le perdre. Donc, un petit conseil, ce serait de le laisser dans votre passeport et de toujours avoir votre passeport sur vous. Comme ça, vous êtes sûr que ce papier, vous ne le perdez pas. Parce que ce papier, vous en avez besoin pour quitter le territoire russe. Donc, une fois que vous reprenez l'avion pour rentrer chez vous, vous allez donner ce papier, on va vous le reprendre et à la douane, quoi. Donc, c'est très important de ne pas le perdre. Alors, il est interdit en Russie de boire de l'alcool dans la rue. Donc ça, ce sont des petits conseils qui sont un peu parfois du bon sens, mais c'est quand même bon à savoir que c'est interdit de boire de l'alcool dans la rue. Aussi, par rapport au passeport et au visa, il ne vaut mieux pas dépasser ces dates de voyage. Donc, si vous avez un visa qui est valide, imaginons 30 jours, et vous vous dites mais c'est pas grave, pour 2 jours, je peux rester un peu plus. C'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire parce que vous risquez des poursuites. Donc, et aussi, vous risquez d'avoir une interdiction de territoire pendant plusieurs années. Donc, les dates qui sont sur votre visa, vous devez respecter religieusement ce qui est écrit dessus. Les conséquences peuvent être quand même assez fâcheuses. J'ai passé le point où il ne faut pas s'adresser aux personnes louches ou trop insistantes. Ça, c'est tout simplement du bon sens aussi. Si vous croisez quelqu'un qui dit viens goûter l'alcool maison que j'ai fait dans ma cave, vaut mieux pas le suivre. Par exemple, ça c'est une anecdote personnelle, ne pas fumer près des panneaux interdiction de fumer. Bon, moi je ne fume pas, mais une fois quand j'étais en Russie, un de mes copains qui venait de commencer à apprendre le russe, donc il ne savait pas le lire très bien, était en train de fumer une cigarette en dessous, vraiment à 1 mètre en dessous d'un panneau où il était écrit interdiction de fumer. Donc le policier qui est passé à côté de lui, qui a vu ça, s'est dit c'est du pain béni. Il est écrit touriste en grand sur son front et je lui ai mis une amende, quoi. Donc voilà, c'est ce que le flic a fait. Donc mon camarade là s'est pris une amende de 500 roubles. C'est pas énorme, hein, c'est environ 8-10 euros. Mais bon, c'est quand même pas très chouette. Et puis, on passe vraiment pour un gros touriste dans ces cas-ci. Donc, essayez d'éviter les attrapes touristes et aussi le camping sauvage. Donc, il y a des endroits où on peut faire du camping en Russie, évidemment, des endroits qui sont prévus à cet effet. Mais lorsqu'on va faire du camping dans certains endroits, vous risquez de vous perdre parce que déjà, les forêts sont très grandes, les plaines aussi. Et c'est assez rare, mais vous risquez de camper sur un territoire qui n'est pas le vôtre peut-être, et vous risquez peut-être d'avoir des problèmes avec les propriétaires du lieu. Voilà. Milana, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On t'entend pas, Milana. Ok. Peut-être les participants qui ont déjà été en Russie peuvent ajouter quelque chose sur les conseils de sécurité. Je peux juste faire les commentaires que sur le camping sauvage, que en Russie,
il y a beaucoup d'espace pour faire le camping, pour mettre votre tente partout. Mais la seule chose qui peut être pas plaisant que les gens qui habitent pas très loin, ils peuvent être très curieux. Qu'est-ce que vous faites là? Ils pourraient avoir envie de parler avec vous. Et, oui, ça peut être la côté, ça peut être aussi positif, mais aussi négatif. Ça dépend de l'humeur de votre visiteur, de des gens qui vous allez visiter. Et pour ça, c'est recommandé peut-être d'être toujours avec les amis russes qui peuvent communiquer et régler s'il y a des problèmes. Donc, ça aide toujours d'avoir quelqu'un là, d'avoir un ami russe qui vous accompagne. Aussi, un petit conseil pratique, par exemple, si vous perdez votre registratia ou bien si vous perdez votre passeport, votre portefeuille, quoi que ce soit, si vous perdez un document vraiment très utile pour le voyage, essayez d'avoir sur vous les numéros de téléphone et adresses mail de vos consulats et ambassades qui sont présents dans le pays. Ça peut vous être utile vraiment en cas de situation critique, quoi. Et les participants qui sont encore avec nous, vous êtes peut-être endormis déjà, mais lesquels ils sont là. Qu'ils sont là, vous pouvez raconter-nous votre histoire en Russie, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Je suis sûre que c'était... Oui, je veux bien. Donc, moi, je suis allé 3 fois en Russie. Une fois quand j'avais, je pense, 18 ans. C'était un voyage avec les mutualités socialistes de Philippeville. On est allé à Leningrad, Saint-Pétersbourg. Voilà, une bonne semaine dans une auberge de jeunesse à l'époque. J'en ai gardé un très très bon souvenir. Voilà. On ne sait pas expliquer toujours pourquoi, mais le sentiment dans la rue, bah, moi, j'étais bien, je trouve ça très beau. Des grandes avenues, des ponts, je vais même bien manger. Voilà. Peut-être que je suis un petit peu utopiste, mais voilà, moi j'étais bien. Puis une autre fois, je suis allé à Moscou, une escale de 2 jours en revenant de Nouvelle-Zélande. Et ben là, justement, j'avais un problème de visa parce qu'un avion a été supprimé, un avion Aeroflot qui devait partir un samedi, je pense, le matin. J'étais arrivé le jeudi soir. Et je dirais, l'administration russe a tout fait pour arranger, pour prolonger mon visa. Donc, j'ai eu le droit à dormir, je pense, 2 nuits de plus encore au Novotel de l'aéroport de Moscou. Voilà, donc ce sont des bons souvenirs aussi. Et puis, dans Moscou même, moi, j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi, je me sens bien là. Je suis également allé dans des anciennes, comment dire, républiques soviétiques, en Géorgie notamment, où je suis allé 2 fois. Donc, c'est un très, très beau pays au niveau des origines de la région orthodoxe et même du vin et des montagnes. Voilà, donc très content aussi. Je suis également allé en Lituanie, l'ancienne République aussi. C'était je ne sais plus combien, en 90, je crois, ou 91, je ne suis plus sûr. J'avais des correspondants lituaniens. Voilà, aussi en Lettonie. Voilà. Donc voilà, donc j'aime bien ces régions-là. Je m'y sens bien. Je trouve que les gens sont très corrects et que la relation est même facile au lieu d'être difficile. Voilà. Je n'ai quasiment que des bons souvenirs. Je n'ai jamais eu de problème d'insécurité. C'est pour ça que le rêve du transsibérien est toujours en moi. Voilà, on a un petit bilan. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Mais pour rebondir là-dessus, j'ai vraiment eu le même sentiment quand j'ai voyagé en Russie. Toujours ce sentiment de sécurité et
se sentir bien dans les rues, peu importe l'heure, peu importe où on va. Vraiment, dans une règle générale, les gens sont très, très serviables, très polis. Il y a souvent un bon contact avec eux. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, c'est juste. Il y a aussi le métro de Moscou qu'il faut voir un jour dans sa vie. Voilà. Voilà. Allez. Oui, c'est sûr. Que ce soit celui de Moscou, même à Saint-Pétersbourg aussi, il est très beau. Mais Moscou, c'est un autre monde. On pourrait passer 3 jours dans le métro de Moscou et encore, on ne verrait pas toutes les stations. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette année-ci, ils ont encore ajouté, je pense, plus d'une trentaine de stations. Parce que là, au niveau du transport, ça se développe de plus en plus. Ils essayent de construire soit des bras d'autoroute, mais aussi plus de stations de métro pour vraiment désengorger les routes principales de la ville. Et donc, il y a ce mélange. Vous pouvez passer d'une station à l'autre, une station qui a été construite lors de l'Union soviétique, où il y a du marbre partout, on dirait vraiment un palais. Et 10 stations plus loin, vous arrivez dans un truc complètement moderne, on dirait un film de science-fiction. Donc, c'est un voyage dans le temps aussi de voyager avec le métro à Moscou. Et c'est sûr que ça vaut la peine. Oui, je partage aussi le même point de vue. Donc voilà, avis aux amateurs. Est-ce que vous avez déjà réfléchi qu'est-ce que vous faites après l'arrivée au Vladivostok? Vous me parlez C'est le fin du monde. Mais en fait, j'ai des amis qui l'ont fait et eux sont revenus en avion. Voilà. Et je me souviens que le train avait du retard, donc ils ont eu quelques soucis justement à cause du visa, parce qu'ils ont raté un avion. Enfin, finalement, ça s'est bien arrangé, mais ils sont revenus en avion. Moi, je ne sais pas. Je trouve que peut-être passer en Alaska, hein. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, Un détour par le Japon, tant qu'on y est. Ben, nous, l'Alaska, c'est pas si loin. Et puis, on peut revenir retraverser le Québec et arriver à Montréal. Je ne sais pas. Soyons, je ne sais pas. Il y a plein de solutions possibles. On revient si on est fatigué ou on continue. Ça dépend, je dirais, du temps qu'on a, de l'argent et de l'envie de folie, quoi. Enfin, folie dans le bon sens du terme. Hein, donc, ce sont quand on fait des voyages comme ça, on en revient très différent. Aussi avec des cicatrices dans le corps, des cicatrices positives, hein, des traces qui restent, quoi. Voilà. Donc, tout est possible. Oui, c'est possible d'aller en Chine, c'est possible d'aller au Japon, c'est possible de, je sais pas, faire un retour au Moscou, mais prendre une autre route parce que le transsibérien dans la partie européenne et sibérienne a aussi les routes diverses. C'est possible de prendre un autre et visiter des autres villes. Mais on peut aussi déjà réfléchir quelle thématique sera pour notre réunion prochaine. Peut-être les villes de Russie à découvrir, quelles spécificités existent, quelle diversité, quelles villes et quelle route de transsibérien à prendre. Parce que il y a un choix, il y a des choix, il y a plusieurs villes où c'est possible de passer en Samara ou en Nijni Novgorod ou Kazan ou Tumen, Ekaterinbourg ou des autres villes. Et cette diversité-là, cette possibilité, on peut explorer pendant notre rencontre prochaine. Aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi proposer en thématique ou peut-être demander des choses particulières. On a déjà parlé un peu de visa. Ce sujet-là, c'est nécessaire à aborder vraiment pendant les réunions prochaines plus détaillées. On n'est pas assez expert pour proposer maintenant. En tout cas, je suis en phase découverte, je ne suis pas en phase de finition, quoi. Voilà. Je ne suis pas capable de creuser la chose. Voilà. J'ai simplement un cousin qui avait dormi près du lac Baïkal. Je regarde un très bon souvenir. Mais voilà,
je ne peux pas imaginer un trajet que du contraire. Il y a un peu la route de la soie qui traverse notamment les anciennes républiques soviétiques. Franchement, je ne suis pas capable de conseiller, en tout cas. Voilà. Je n'ai rien, je n'ai pas de projet clair. C'est simplement le rêve du transsibérien. Caillot propose qu'on peut parler de moyens moins chers pour voyager. Oui, comme aujourd'hui, on a parlé de pas mal de moyens pas chers pour voyager en Russie. On peut partager avec vous cette présentation PowerPoint par mail. Et tous les sites web qu'on a donnés, c'est aussi ils sont très utiles pour réduire le prix de voyage, définitivement. Comme l'avion de Pobeda low cost in Russia and Russie. Oui, les low cost, oui. En tout cas, le train, c'est vraiment un moyen de transport peu cher. Je lisais justement un blog de voyage d'une Française qui avait fait le transsibérien l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et elle donnait une idée du prix pour aller de Moscou jusqu'à Vladivostok en train. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un billet de train jusqu'à telle ville, puis elle s'arrêtait, elle explorait la ville 2-3 jours, elle reprenait un billet de train vers la ville suivante, etc., jusqu'à Vladivostok. Ça lui est revenu, je pense, à 180 € pour aller de Moscou à Vladivostok en train. Donc, pour les moyens de transport les moins chers, je crois que le train est vraiment tout indiqué. Et on parlait tantôt une fois qu'on est à Vladivostok, qu'est-ce qu'on fait? Soit on laisse parler ses envies, son instinct, on peut aller, je ne sais pas moi, en Alaska ou ailleurs. Le Japon est aussi juste en face. Quand on est à Vladivostok, on est vraiment tout près du Japon et aussi de la Chine. Mais ce que beaucoup de gens font après une bonne semaine de train, c'est qu'ils sont fatigués, ils veulent rentrer, donc ils reprennent un avion directement vers Moscou et puis de Moscou, ils rentrent chez eux en avion également. Et comme le disait Milana, la compagnie aérienne Pobeda est vraiment peu chère et c'est un bon plan si on veut rentrer tout de suite. Oui, tout à fait. Enfin, on ne sait pas ça, on verra. Oui, vous m'entendez? Oui. Mais le projet que Patrick, je sens qu'il a à peu près le même âge que moi. Ton projet m'intéresse, éventuellement, parce que moi, je suis aussi amateur de voyage et c'est moi j'organise souvent des voyages pour un groupe de pensionnés. Et c'est à peu près le même genre de voyage qu'on aimerait faire, quoi. Donc, si on peut se mettre en contact, c'est pas difficile. Là, tu demandes à Pierre Scuter, qui est mon fils, et voilà, quoi. Allez, alors, soyons fous. Oui, je suis ton avis. Voilà, allez, on fait ça. Ok, ça va. Oui. Il y avait aussi une autre question de Léa. Si on veut aller à Moscou en train, en passant par la Biélorussie, il y a des démarches supplémentaires à faire. Alors, je ne suis pas sûr de mon coup là, mais je pense que pour aller en Biélorussie, il faut aussi un visa. Peut-être que Milana sait plus que moi à ce sujet-là. En tout cas, moi, j'ai un ami biélorusse. Il a la nationalité biélorusse. Et il me semble qu'il m'avait déjà dit qu'il fallait un visa aussi pour aller en Biélorussie. Mais je ne suis pas sûr de mon coup. Donc, à mon avis, oui, il faut des démarches supplémentaires pour se rendre dans la République du Bélarus. Mais c'est à vérifier comme information. Il faut avoir visa, transit visa. Mais après, quand vous avez le visa russe, c'est vraiment facile. Mais des conditions, l'année prochaine, des conditions vont changer
vraiment est partout, mais normalement, c'est plus facile avec le train. Mais c'est nécessaire, oui, c'est nécessaire d'avoir le visa biélorusse. Aller avec le train. Si vous avez encore quelques minutes, on pourrait se rendre directement sur le site RJD, donc l'équivalent de la SNCB en Russie. Ah oui. Juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble et vous donner aussi une idée des prix. Je pense que c'est même possible de programmer un trajet Moscou-Vladivostok directement. Donc, comme ça, vous aurez l'équivalent en roubles et on pourra faire, on pourra voir combien ça fait en euros. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est tout Oui. en russe. Oui, c'est donc très facile pour moi finalement. Donc ici, ce que j'ai écrit, c'est donc de Moscou jusqu'à Vladivostok. Je vais simplement faire un aller, pas un aller-retour. Disons pour je ne sais pas moi, le 10 février. C'est complètement au hasard. Chercher. C'est quand même un long trajet, donc je ne sais pas s'il y aura un résultat. On va voir. Ah voilà, ici. Donc, la gare de Yaroslav à Moscou, le 10 février à minuit 35, vous arrivez 6 jours et 22 heures plus tard. Et voilà, donc la troisième classe, donc c'est-à-dire Platzkarne, il y a 222 places de disponibles et ça vous coûterait 6238 roubles. Donc quand je clique dessus, vous voyez, le site est assez bien fait, hein. Vous pouvez choisir votre place, les prix sont affichés directement. Les prix sont différents si vous êtes sur la couchette au-dessus ou la couchette en dessous. C'est plus cher quand c'est en dessous. Oui, c'est ça, c'est plus cher en dessous. Parce qu'il n'y a pas vraiment de petite échelle. 100 moins que 100 euros, un peu moins que 100 euros. Ouais. Donc, si je prends la version la moins chère, donc 6237 roubles, j'aimerais juste que ça s'en aille, masquer là. Donc, si on fait roubles. Maintenant, c'est 92 Oui. par 1 euro. Donc, je ne sais plus le prix, c'était 6237. 6207. Voilà, ça fait, j'avais dit 180, ici c'est 68 € pour traverser toute la Russie. Voilà. Mais quand on prend le coupé, parce que c'est Platzkart, c'est 52 personnes dans le même wagon, ouais. sans porte, mais avec un coupé, c'est un compartiment pour 4 personnes. Quand nous ne sommes pas en été, c'est OK. Maintenant, en hiver, en automne et parfois comme en mars, il y a des tickets en coupé dans la couchette en haut, pas en bas mais en haut. Ils sont presque le même prix que troisième classe. Oui, des compartiments dans le compartiment par 4 personnes, la couchette en haut, ça coûte aussi comme 100 € ou moins. Ici, d'après le site, donc, comme tu le dis, Milana, c'est par 4 personnes. Donc ici, on le voit bien, on voit vraiment. Donc celles qui sont en gris sont les places qui sont déjà prises et en bleu sont encore disponibles. Donc on voit vraiment que ce sont des compartiments de 4 places. Et on va prendre, celle-ci est plus chère, 16 500 roubles. Et celle-ci est à 10 000 roubles, on va dire. Donc, oui, ça va faire environ 100 €. 110 € pour traverser la Russie. Un voyage qui est d'environ 7 jours. Voilà, mais vous pouvez également décider de faire de ville en ville. Donc, généralement, les premières étapes, c'est de faire Moscou
et ensuite d'aller Kazan. à Kazan. Oui. Donc voilà, Kazan, on va dire le 10 février aussi. Donc ici en Platzkart, donc avec tout le monde dans le même wagon, c'est 1500 roubles, en coupé 2767. Il y a aussi des places pour les personnes invalides. Et donc 2767 pour le coupé. 25 €. Ouais. De ville à ville. C'est un jour en train. C'est passé 20 heures dans une train de Moscou à Kazan. Alors le site RJD, vous voyez ici au-dessus à droite, il est disponible en anglais. Hop. Si on met en anglais, ce sera peut-être un peu plus clair. Voilà, donc tout est bien décrit. Vous avez les petits dessins aussi de qu'est-ce qui est compris. Donc vous avez les couchettes avec vos draps, etc. Il y a du Wi-Fi. Ouais, des bons prix, hein, en gros. Vous avez aussi des endroits pour que vous puissiez installer vos bagages. Et ça dépend de la classe dans laquelle vous voyagez, évidemment, mais si vous prenez la classe la première classe, vous avez peut-être droit à une douche, ce genre de choses. Une douche, c'est un luxe. Oui, c'est vraiment ça, c'est le luxe, quoi. Et peut-être, si ça vous intéresse aussi, on peut aller sur le site de Pabieda, donc la compagnie aérienne russe. Je ne me souviens pas être allé sur ce site déjà avant, je vais voir. C'est juste pour donner une idée de prix. Et donc si on allait de Moscou... Irkoutsk, au lac Baïkal. Ok. Voilà, donc Irkoutsk, une ville juste à côté du lac Baïkal. Je vais prendre les mêmes dates, hein. On va dire le 10 février. On va faire un retour une semaine après, simplement pour avoir une idée. Peut-être que le fait qu'il y ait la crise du corona influence les prix, je ne sais pas. Mais voilà, donc de Moscou à Irkoutsk, il y a plusieurs places ici, donc 85 €, 100 €. Ça reste assez abordable et pour le retour, c'est environ la même chose, un peu moins cher peut-être ici. Donc vous choisissez votre date. Et donc pour aller de Irkoutsk à Moscou, on a ici 6 h et 25 minutes de vol. Et oui, pour l'aller, 5h40, donc c'est équivalent environ. Alors évidemment, il y a plusieurs formules comme pour Ryanair. Il y a celle de base où vous avez une petite valise, donc ça c'est le moins cher. Après, vous avez une petite valise de cabine de 36 cm sur 30 sur 27, un bagage en soute de 20 kg et vous avez le truc maximum avec le bagage cabine. En soute, vous pouvez choisir votre place, changer les dates, etc. Donc voilà, mais ça reste assez abordable. Si, comme on l'a dit tantôt, vous décidez, une fois que vous êtes à Vladivostok, de revenir à Moscou, on peut faire le test pour avoir une idée. Si le site veut bien. Donc, Vladivostok. Tiens. J'ai pas de résultat pour Vladivostok. C'est bizarre. Parce que cette compagnie aérienne n'est pas partout en Russie, c'est juste des villes particulières et pour ça,
Vladivostok, il n'a pas de vol, peut-être. Donc il faudra aller sur une autre. Ce type de planification, on peut avoir tous ensemble dans le groupe. On va réunir pour notre plan de voyage, parce que ça dépend toujours de si on va voyager en été, si on va voyager en hiver, si on va planifier cette voyage-là minimum 3 mois en avant, comme avec le train, c'est possible d'acheter les tickets 3 mois en avant, mais pas trop en avant. Oui, et comme j'ai annoncé, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Notre prochaine rencontre va avoir, quand vous pensez quand peut être notre prochaine rencontre, peut-être dans 3 semaines. Vous n'avez pas à nous oublier dans 3 semaines. Oui. Ok, on doit se téléphoner vraiment bientôt par rapport au groupe que vous avez déjà. Je vais vous appeler. Je vais vous contacter vraiment bientôt pour discuter plus de détails. Un grand merci. Merci à votre participation active. Je trouve qu'on a déjà raconté tous pour aujourd'hui. Ce sera bien de laisser notre participant réfléchir un peu, se réunir dans 3 semaines. De toute manière, on postera encore sur les réseaux la date exacte de notre prochaine rencontre. Encore une fois, je répète les liens. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez écrire sur la boîte mail Transib. Service volontaire.org. Et aussi aller sur le site, sur notre site web, pas pour notre site web, sur la groupe transsibérienne. C'est la groupe fermée seulement pour les personnes qui s'intéressent de faire ce voyage. Je vais peut-être envoyer le lien aussi pour ce groupe-là alors. Ah oui, ok, merci. Et juste le chercher sur Facebook. Ok, j'ai trouvé le lien. Voici. Ah voilà, j'allais l'envoyer, mais ok, ça va. Ok. Merci pour votre temps, votre activité. En Russie ou en Europe? Moi? Oui. Moi, je suis en Russie. Ok. C'est mon chat russe. Merci d'avoir participé en tout cas. Ok, bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Bonne soirée à tous. Salut. Ah, Au revoir. Montréal, c'est cool. On a eu des participants de Montréal. Ok, c'est trop tôt en Montréal. Je pense. Ok, Maxence, Maëva, Sophie, merci pour votre participation et on se verra demain. Ça va. Demain à la réunion d'équipe.
On fait ça. Super, merci On se retrouve encore. demain. Ouais, merci. Ciao. À demain. À Au demain. revoir. Salut.